c'était ma première fois, donc j'ai fait ce que j'ai pu, donc j'espère que j'ai pas déçu. Non. Voilà. En tout cas, un grand merci. Merci à toi, à la CAP bien sûr, Camille, et à mes amis qui sont venus, ma famille. Voilà. Donc, alors, on va, même si on peut se retrouver autour d'un verre. ah ouais, un verre. Ouais, un verre. Mais d'abord, je pense qu'ils ont des questions. Je suis pas prévé. Comment dire bah ouais, c'est ça. ça quoi. Ils ont des questions un petit peu, sur toi. Sur un peu toute la culture, etc. Donc on va prendre quelques minutes et puis après on pourra se discuter aussi. Vous pouvez, c'est un homme bon, hein, donc je veux dire, vous pouvez lui parler, etc. N'ayez pas peur. Non, blague à part. Voilà, Laurent, donc première fois sur scène. Je ne sais pas si quelqu'un a chaud, c'est toujours plus facile de partir du public, a envie de réagir par rapport à des questionnements. Par rapport, je suis chargé d'animer en fait et j'improvise. Je suis chargé d'animer. Moi j'ai une question, comment est-ce que quand on a un long parcours carcéral, à un moment donné, on fait comme Laurent, on s'isole de tous les autres, on décide d'écrire via un cours d'écriture, mais comme témoignage, je ne sais pas si c'était via un cours d'écriture, il y a quelque chose de ressemblant, c'était qu'à un moment donné, il a aussi dit qu'il s'était complètement isolé des autres détenus. Comment est-ce qu'à un moment donné, quand on est dans sa cellule, qu'on est rythmé par ces petites visites au préau qui sont en fait que quelques minutes sur une journée de 24 heures, comment est-ce qu'à un moment donné, on décide de mettre tout ça de côté, de s'isoler? Dans le premier témoignage, il disait, je sais pas, je suis un parvenu, je sais plus comment il disait ça, mais il disait... Voilà, c'est ma question. Alors ça c'est une bonne question. Tu veux t'asseoir? Je savais que c'est une bonne question. Hein. Ouais. En fait, je crois qu'après un moment donné, avoir vécu toute cette violence depuis que je suis très jeune, il y a beaucoup qui sont sauvés de ma vie. Je me suis fait une réflexion, je me suis dit où je continue et je termine ma vie en tôle ou pire, mort en cellule comme un imbécile. J'ai des enfants qui grandissent, je vois leurs yeux, je me dis qu'à un moment donné, parce qu'on pourrait dire ouais t'as pensé avant, mais on y pense, mais après on tombe amoureux, ces enfants. Je ne sais pas si on peut comprendre ce que je veux dire. Et puis à un moment donné je tombe amoureux de mes enfants et je me suis dit eux, plus important. Voilà, eux, moi, on va me mettre de côté. Donc d'abord je me suis enfermé pour prouver déjà au monde carcéral que j'étais plus le débile mental qui tapait sur tout le monde dans le préau, qui vendait, enfin qui faisait... Ça serait la première chose. Tu voulais le prouver aussi aux gardiens, à la direction, au SPS, que j'étais plus le même en fait. Je n'avais plus rien à voir avec ce monde en fait. Donc tu voulais enlever l'étiquette détenu, c'est ça? Voilà, je voulais être dans la dangerosité. Donc j'ai arrêté les drogues. Mais ça c'est surtout grâce à l'écriture. Parce qu'en écrivant, en me voyant en fait, en me relisant, parce que j'écrivais donc les livres que j'ai écrits, tout ça, quand ça revenait en fait, je dis c'est moi ça. Donc c'est un truc, je sais pas, c'est... Tu voyais que ce que tu écrivais sous influence n'était pas toi? Non, n'était pas moi. Et même quand j'écrivais ma vie sur papier en main, et que j'envoyais ça à Fidéline qu'elle me renvoyait, quand c'était écrit sur retranscrit, je veux dire en noir et blanc, je voyais ça différemment, je voyais comme si... et je dis c'est moi ce connard. J'ai dû même des fois reprendre des trucs, parce que je me dis mais qu'est-ce que je raconte là moi? Et en fait, ça m'a fait comprendre un truc, c'est que, voilà, mon envie d'imagination, mon envie de... Je pouvais la mettre dans l'écriture et me relire, c'était une thérapie, quoi, vraiment. Mais, je sais pas, c'est dur à expliquer, mais ça m'a beaucoup sauvé. Et surtout, je me suis dit peut-être qu'il y avait autre chose à faire que ce que je faisais, quoi. Qui m'a amené à faire n'importe quoi tout le long de ma vie, quoi. En fait, toute la violence que je recevais, je la redonnais. Donc, un peu l'autre dans l'autre texte aussi. Donc,
c'est pas la même vie, c'est pas la même chose. Mais je vais dire c'est l'écriture et mes enfants. Ouais. Il y a des similitudes dans les deux textes. Quelques similitudes, ouais. On imagine deux vécus complètement différents. Ouais. Il y a deux, trois trucs où on sent que les gens s'accrochent. Ouais. Lui, ses parents, tire sur le même corps. lui, j'ai entendu sa mère, ça allait, son père, ça allait encore un peu. Puis ça a commencé seulement en secondaire. Moi, ça a commencé direct en primaire. Hein. Ça veut dire que dès que j'étais petit, il y avait un problème, c'était pour ma gueule. Hein. C'est-à-dire c'est comme l'histoire de la friterie, j'avais peut-être 7 ans. Je prenais des coups pour un oui, pour un non. Voilà, et pourtant je n'étais pas un mauvais élève. Hein. À 10 ans, j'avais mon certificat d'études de base. Donc, c'est pas à cause. Non, il y avait un problème. Mon père n'a pas vu. Il pensait que j'allais faire comme mes frères et mes sœurs, en fait. Rater tout, faire n'importe quoi, voler. Et en plus, j'ai été délaissé. Et puis, à partir de ce moment-là, puisque c'est comme ça, je me casse. Je me suis retrouvé dans les Haumes. Les Haumes, c'est la rue. Tu te trouves de pire en pire. Et tu essayes de. Voilà. Et puis, tu te mets dans une bulle, en fait, où. Moi. Les autres qui vont tous se faire foutre. Pas de pensée pour les gens, pas de pensée pour ceci. Il me faut ma drogue, il me faut mon alcool, il faut que j'aille mal jouer, il faut que j'aille faire le yo-yo, voilà. Et ça s'est percé avec l'écriture, avec aussi la maturité, hein, on va dire. Mais oui, l'écriture et puis aussi avec le théâtre. Hein, quand tu m'as dit que ça allait, d'ailleurs je te croyais pas. Hein. C'est vrai, je disais souvent je suis bien. Parfois c'est super quelqu'un qui dit que c'est vrai. Quoi. Ouais. Bah oui. Parfois on a c'est ça. ouais, c'est pas mal. Parce que quand on voit l'histoire, on pourrait se dire, mais en fait on pourrait faire une communication, 25 ans en prison, regardez la réinsertion, il a compris, il a amendé sa peine. Alors que au niveau des statistiques, c'est pas du tout ça. C'est un cas hyper particulier. Oui, c'est clair. Et puis. En principe, la réinsertion, ça marche pas pour. Voilà, la réinsertion, ça marche pas. Et ce que je trouve aussi, c'est que, bon, Laurent peut en parler mieux que moi, mais la réinsertion est très compliquée et aussi semée d'embûches. Et dans le texte, il peut en parler. Le mot est faible, mais même avant, je veux dire, de se, d'être en prison, quand on voit qu'il y a certains services qui se disent ouverts, donc on va dire un service pour tout le monde, où tout le monde peut s'inscrire, et donc il se dit justement, bah oui, ce cas spécifique là, etc., ce serait bien qu'il vienne chez nous. Et tout est ouvert, et puis, ah non, tout d'un coup, pour X raison, on ne sait pas, on prend peur. Et on ne fait pas le travail jusqu'au bout, quoi. Ouais. Je ne les nommais pas. Mais voilà. Mais je veux dire, 2 fois, et c'est des choses comme ça où, en plus de ça, Laurent, c'est une réinsertion, mais dans le culturel. Donc c'est un cas hyper, au niveau statistique, c'est un cas hyper particulier. Bah oui, c'est ça. C'est quoi le taux de récidive? C'est plus de 60%. Ouais, plus de 60%, ouais, c'est ça. Donc en fait, avec le parcours qu'il a, c'est ça. Qu'on ait un regard ou un autre sur son parcours et sur les peines qui ont suivi, normalement ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Je vais te dire simplement. Normalement il aurait dû sortir et 2 mois après rebraquer un truc et c'est ça. dans le bazar. Comment ça se fait que. Comment Si c'est l'amour de tes enfants. Je sais pas, Jésus est venu dans ma cellule, j'en sais rien, non, sérieusement. Je sais pas moi. Non, comment l'écriture. Et puis tu as lu aussi, hein, énormément. Oui, après j'ai commencé, parce qu'au début, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais à la 642, j'ai voulu apprendre ce qui avait déjà été fait pour pas copier, donc je me suis amusé à lire Baudelaire, puis Rimbaud, oui, je vais pas faire la liste. Et puis Nietzsche, oui, naturellement, Spinoza. C'est pas des petites lectures. Non, mais ça c'est avec le temps que j'ai pris le goût à la philosophie aussi, à poser les questions du pourquoi, du comment, du machin. Mais tout ça, c'était pour me trouver plus de mots à appliquer sur ma feuille, pour essayer de trouver des rimes, de trouver des métaphores qui fonctionnent. Et puis, je me suis investi dedans. La drogue, quand je commençais à fumer, j'écrivais que de la merde. Excusez-moi, c'était ça en fait. Hein. Je me relisais le lendemain.
Et je dis, c'est quoi cette connerie? Pourtant, le soir d'avant, je trouvais que c'était bien. Hein. Ouais. Ouais, j'étais, waouh, ça va, c'est fun, c'est bien. Le lendemain, je me relisais, déjà, j'avais dur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai écrit, moi, en fait? Et en fait, petit à petit, j'ai arrêté donc les drogues. Après, j'ai arrêté les traitements médicaux qu'ils donnent, parce que là-bas, c'est les champions, hein, médicaments. Et puis, j'ai décidé, après la dernière arrestation, à l'enterrement de mon frère, quand on m'a arrêté devant le cimetière, j'ai croisé le regard de mon fils. Et Ça t'a cassé. ouais, ça m'a cassé complètement, en fait. En fait, ça t'a cassé, ça t'a reconstruit. Ouais. D'ailleurs, c'est la première fois que je levais les mains. Hein. Parce que d'habitude, je lève pas les mains, je rentre dans le tas. Hein. Et une fois retourné en cellule, je me suis dit non, c'est bon, on arrête. Donc, comme on disait, c'est une espèce d'alignement des planètes. Ouais, voilà. L'écriture, l'amour de tes enfants, le regard de ton fils, tout Ouais, ça fait tout ça a fait que j'ai pris sur moi de changer parce que à l'intérieur, les formations, les conneries là qu'ils proposent, il n'y a rien qui suit. Et puis ça sert à 9 fois sur 10, ça sert à rien aux gens qui sortent en fait. On leur donne des cours de gestion, le mec il sort dans 4 ans, son cours de gestion est plus bon. Et même avec son cours de gestion, il sort, il ne peut même rien faire parce qu'il a un casier. Donc il y a des trucs comme ça, tu te dis, mais ils ont réfléchi à ce qu'ils sont en train de faire là en fait. Mais par contre, là, comme tu dis, il y a des cas uniques où dans le parcours carcéral, il y a des gens qui sortent de Solvay, quoi, qui ont suivi Solvay, etc. Oui, mais ce sont, c'est des cas vraiment c'est assez marginal particulier. finalement. Sur la Mais avant, il y avait les cours à distance par exemple. Donc les gens pouvaient passer des diplômes. Bonne question. Allez-y. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous trouviez que, je ne sais pas sur le parcours, etc., mais il y a souvent demandé aux détenus de passer par le TAP et par tout ce que le Oui. TAP va demander au niveau de la réinsertion, des formations, des suivis psy, etc. Est-ce que vous trouviez que l'écriture est une démarche un peu plus personnelle d'écrire pour soi-même, pour arriver à se retrouver, se construire, etc. Est-ce que ça faisait écho à ce qui était demandé au TAP ou est-ce que le TAP c'est vraiment la merde et c'était pas du tout en adéquation avec ce que vous voyez dans la réinsertion? Non, non, en fait, du tout, parce que j'avais même fait un papier sur le TAP, je crois que j'ai su quelque part où j'ai écrit, ils m'ont dit écrire, c'est pour passer le temps. Et on m'a remballé, alors que j'avais été favorable, par la prison, je vais être libéré. Et c'est de là, en 2010, que je suis après parti au cavale, en fait. Parce que j'avais un livre qui devait sortir, avec une maison d'édition qui était prêt à m'aider à faire ceci, à faire cela. J'avais trouvé des passe-temps, travail, machin, mais ils ont dit non, écrire c'est un passe-temps. Donc, c'est ça qui t'a sauvé. ouais, et voilà. Après, moi je suis parti 2 ans en cavale. Pendant ces 2 ans en cavale, cette écriture qui passait mon temps a fait que je n'ai pas fait de nouveaux faits. Parce qu'à la place d'aller m'énerver ou quoi que ce soit, des fois j'écrivais, et je m'amusais à prendre contact avec certaines personnes et j'écrivais, et je voulais refaire mes textes, et à un moment donné, plus le goût à ça en fait. Plus le goût à... Non. Je ferais même plus... À part si on m'attaque ou on attaque mes enfants, là... Mais moi-même, personnellement, quelqu'un va peut-être me mettre une baffe, que je vais le regarder, je vais dire, ouais, tu veux pas Jésus, mais je vais l'esquiver la deuxième. Et c'est pas pour ça que je vais le frapper. Alors, on va pas toucher à mes enfants, ce serait une grosse erreur. Mais voilà, bon, sinon, oui, voler, c'est déjà, faut oublier ça. C'est un truc qui me... Oui, ça, il y a avant, et puis avant l'écriture et après l'écriture. Il y a la personne qui était complètement abruti, qui fumait ses drogues, qui ne voulait pas penser, réfléchir. Parce que c'est ça aussi écrire, c'est réfléchir, quel mot, ceci, cela, comment je pourrais faire pour faire ceci, que ça suive. Alors les pensées continuent, tandis qu'avec la drogue, ça coupe tout ça. Donc c'est aussi ça qui a fait que j'ai arrêté les drogues. Tu as libéré ton esprit avant que le corps soit libéré. Alors que avant, je croyais que j'étais fou en fait, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qui manque aux autres détenus? Mon traitement, déjà psychologique à la base, et puis peut-être des profs de philosophie qui soient déjà ça, et puis des séparations, il faut séparer les détenus, on fout les drogués et les dealers dans le même préau. C'est une début de connerie, mais sans nom, ça... voilà, il y a déjà des trucs comme ça. Moi, j'avais écrit un article il y a longtemps où je disais, justement, il faut faire une section exprès où
tous ceux qui veulent, des gens comme moi et qui veulent vraiment, tu les tapes dans cette section-là, on leur dit cette section-là, tu n'as pas de droit avec les autres détenus, tu dois être d'accord de passer les tests antidrogue, toutes les semaines ou au hasard. Tu dois la journée faire donc tes cours, ou passer, tu vois, faire monter pour un diplôme ou un travail sérieux. Et alors on te donne une carotte. Ça veut dire qu'autant quand tu arrives à TPS et tes congés, ta conditionnelle, tu l'as directement. Parce que ça aussi c'est un problème. C'est que tu as des dates, je connais des gens, ils n'ont rien fait, pendant même 3 ans, ils arrivent, non, vous êtes trop gentil en fait, c'est pas normal. Donc le mec est reporté à 6 mois. Donc il fait encore 6 mois de prison, parce que c'est pas normal. Donc déjà la justice, elle devrait déjà respecter ses propres... parce qu'elle veut on respecte la loi, mais si la loi ne respecte pas, on fait comment? Il y a plein de trucs à faire, mais déjà ça, s'il y a un moyen de faire des sections, ou même une prison qui soit séparée, le bon du mauvais grain, déjà il y aurait beaucoup moins de récidistes. Et je voulais te dire aussi une chose, c'est que moi, depuis que 12-13 ans que j'ai connu les gens dans les Hauts, c'est pratiquement les mêmes que je vois dans le préau. C'est le même profil. C'est à peu près, non, mais même les mêmes types, quoi. C'est toujours les mêmes, c'est toujours la même chose, c'est toujours ceci. Ils reviennent toujours à la même... Ils sont vus ici, ils ont... Ouais, il n'y a rien qui est fait à l'intérieur qui soit véritablement... on a l'impression que tout le monde, ouais, purge dans ta cellule. Si tu étais demain directeur général des prisons en Belgique, à part cette séparation entre les dealers et les toxicos, tu ferais quoi? J'ai déjà fait passer un test psychologique à tous les agents. Ouais. Parce que tu dis que souvent les agents et les détenus, finalement, c'est un peu... c'est pas le même public, mais... Il devrait passer un test psychologique déjà pour bien faire, parce que... Même Anne Gruel disait aussi. Ouais. Je veux dire, il y a personnes qui est juge d'instruction, il me semble, là, mais je veux dire que le niveau, alors, je veux dire, encore une fois, il y a des exceptions, mais c'est vrai que le cliché, il est quelque part, je veux dire, comme tu dis, il n'y a que l'uniforme qui peut... D'ailleurs, finalement, il y a très peu de vocations dans ce métier. Ils font ce métier pour le Il ne salaire. faut quasi pas de diplôme. Ils ne jettent pas la pierre, quoi. Ils font ce métier parce que c'est un C'est des salaire, prestataires. parce qu'il y a il y a besoin de très peu de formation et que c'est un boulot assez vite trouvé. Regardez par exemple, moi j'ai un oncle que mon père connaît parce que c'est mon père, et j'ai un oncle qui est le frère de ma mère, donc qui n'est pas son frère à lui, Ouais. et qui est maintenant de prison et qui l'a connu. Et pourtant c'est c'est un pire voleur que lui, quoi, à la base. C'est pas une blague. Je sais, Ouais, je sais. Donc entre agents et détenus, parfois il y a beaucoup de différences. Parfois c'est l'autre pire, mais bon, parfois c'est aussi des cas, en général c'est pas ça, mais... Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir. C'est toujours intéressant de partager, c'est le moment en tous les cas, par rapport à cela. Moi j'entendais avoir une aile particulière, etc., entre autres pour les toxicomanes. Il y a eu quelques essais, notamment pareil il y a X années à Béfrier, mais une aile sans drogue, comme par hasard il y en avait beaucoup dedans. Donc ça reste apparemment très très compliqué à Bruges aussi comme ça une section dite sans drogue. Maintenant à Nantin ils ont un projet macadam pour prendre une approche pluridisciplinaire des personnes toxicomanes, mais est-ce qu'il ne faudrait pas penser à faire autre chose avec une personne toxicomane que de la taper en tôle? Mais déjà, se poser comme question. Mais déjà, le simple fait de mettre des fumeurs de joint en prison, je vois pas l'intérêt. Ils vont trouver la même drogue à l'intérieur, même des fois mieux, ils vont même trouver des nouveaux clients. Il passe à la... Par exemple, même les héroïnomanes. Qu'est-ce qu'on fait qu'un héroïnomane quand il rentre en prison? Il passe à l'infirmerie, on lui donne de la méthadone. Ça veut dire que pendant sa prison, on va lui donner de la méthadone, et quand il ressort, il fait quoi? Il recommence un câble, il recommence son délit. Donc ça ne sert à rien de les foutre en prison en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Les envoyer dans des centres qui aident justement avec des solutions qui soient quand même pas comme une prison, mais qui aient des assistants sociaux, des psychologues. Disciplinaire. Déjà en prison, il faudrait déjà qu'ils arrêtent de donner de la méthadone comme si c'était des bonbons. Parce que moi je connais depuis des années des mecs qui prennent de la méthadone, des Subutex, alors qu'au bout de 2-3 mois, il y a moyen d'arrêter ça.
Mais est-ce qu'eux veulent arrêter ça? Ah non, non, je vous assure. Oui, mais je sais, mais il y a deux écoles. Hein. Il vaut mieux fonctionner à 2 mg de Suboxone que d'arrêter, et puis le craving recommence et la personne va retomber tout le temps. Donc, il y a deux écoles par rapport à ça. Mais le problème, c'est sur le temps. C'est complexe. C'est le temps, mais c'est le temps. Ça, il ne va pas faire ça pendant 6 ans, le type. C'est-à-dire que moi, je connais des mecs, ça fait 6 ans, 8 ans, ils prennent de la méthadone. C'est quand qu'on les fait arrêter? Parce que s'ils continuent, quand ils vont sortir, c'est pas pour arrêter, hein. C'est pas la méthadone qu'ils vont aller chercher, c'est autre chose. Vous comprenez? C'est ça le problème avec les... Parce que c'est la racine de ce qui a amené à la consommation qui n'est pas traitée. Et Voilà. Vous venez de dire, il faudrait des assistants sociaux, des psychologues, etc. Exactement. Et puis peut-être des anciens, voilà, des anciens détenus qui seraient un peu plus, voilà, qui pourraient être engagés en tant que grand frère dans l'aide. Je veux dire, il y a moyen de faire, hein, même avec des détenus qui sont encore dans les prisons. À un moment donné, il y avait ça. On appelait ça des délégués. Donc il y avait un délégué, il y avait un problème dans le préau. C'était le type, il venait, il était respecté par les autres détenus, et il venait, il réglait le problème, tic-tac, il allait voir le chef quartier, et il expliquait, oh là, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais ça, tout ça a été arrêté, tout ça c'est fini. Par manque de moyens. Non, parce qu'ils n'aiment pas, ils veulent des émeutes, ils veulent le bordel. Parce que c'est la seule façon que le système a de se entendre, les gardiens de prison par exemple, ou d'avoir des moyens financiers par l'État ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a le bordel dans la prison. Ouais. S'il n'y a pas de problème, il est où le problème? Il n'y en a pas, donc voilà. Donc beaucoup d'émeutes que moi j'ai connues en prison ont commencé parce que c'est les gardiens qui réclamaient quelque chose en fait. Alors ils cassent les pieds, ils grèvent, ceci, machin, ils bloquent ceci, ils bloquent cela, et puis ça pète et ils sont contents. Parce qu'on parle d'eux, mais c'est pas les détenus qu'on aide là, c'est eux. Et après on donne un bout de carotte aux détenus pour qu'ils restent tranquilles. Et puis j'imagine qu'une prison où il y a de la drogue qui rentre est plus facile à gérer qu'une prison où... Ben, bien sûr. Oui, elle est facile. Ben, c'est sûr, hein. Mais ils donnent même les médicaments, donc ben, si tu n'arrives pas à avoir ta drogue, tu vas chez le psy. Hein. Les meilleurs psys du monde, c'est ceux qui sont en prison, c'est bien connu. Hein. C'est les champions du monde, ceux-là. Hein. Ouais. D'ailleurs, les médecins, je ne vais pas te dire tous les médecins, mais, parce qu'il y en a quelques-uns qui font quand même leur métier convenablement, ce qui est assez rare, mais les psys, j'en ai pas connu un seul où tu allais chez lui pour qu'il te donne des médocs. Quoi que tu dises, comme tu penses. Psychiatre alors. Hein. Ouais, psychiatre, hein, pas psychologue. Hein. Psychologue ne peut pas donner. Non, je parle des psychiatres, pas les psychologues. Moi, c'est une psychologue qui m'a sauvé, donc... Ah, ok. Non, c'est une psychologue aussi, avec l'écriture, naturellement, qui m'a sauvé, parce qu'à un moment donné, elle avait aussi un peu marre de me voir, en fait. Et puis, quand elle a vu que j'ai changé, elle a commencé à m'aider vraiment. Et je la suis toujours, d'ailleurs, pour l'instant. Mais non, je ne confonds pas les deux. Il n'y a aucun problème. Mais les psychiatres en prison, c'est vraiment... Et en plus, il n'y a personne qui les contrôle. Hein. C'est ça le pire. C'est beaucoup d'argent, les médicaments, c'est ça? Ouais, mais c'est surtout le calme. Le détenu en Cohen, il est dans son lit. Et il est comme ça, jusqu'à ce qu'il sorte, puis après il recommence, je ne sais pas. Je ne vois pas en fait le but dans cette histoire. Quand moi, en 93, quand je rentrais en prison, on était 9000 déjà à ce moment-là, maintenant on est monté à 10 ou 11 000. Et elles veulent construire encore des 600 places, des 800 places, alors que des autres prisons veulent fermer. Maintenant ils veulent enfermer les gens de moins de 2 ans, moins de 3 ans, ils vont les mettre où? Et pour faire quoi? Est-ce que la prison est la solution? Ça se serait, hein, sinon. Hein. Il y a des exemples en Hollande, en Suisse, où ils font autrement. Mais déjà, le problème de la toxicomanie, si les gens, à la place de les enfoncer, parce qu'ils ont 5 grammes de shit sur eux, tu les envoies en tôle, ben, putain, ça sert à rien, ça, c'est complètement en con. Déjà, ça t'enlève 30% des détenus, je crois. Il y aurait déjà 30%, la surpopulation, déjà là, elle est déjà en mode diminué. Et on pourrait peut-être plus s'occuper des gens qui volent parce qu'ils ont besoin d'argent, ou des gens qui ont été maltraités, qui sont entrés dans la violence, et les soigner. Pas, mais un fumeur de joint, alors comme l'alcool, alors on arrête l'alcool, combien de prisons on va construire demain? Parce que les gens n'arrêteront pas de boire de l'alcool pour autant. C'est un système qui marche sur la tête. Il y a la drogue, à part s'il se fait du mal à lui-même, pourquoi tu veux le foutre en prison? On fout en prison les gens qui font du mal aux autres.
Sur ce, y a-t-il d'autres réactions? Oui. Je voulais d'abord vous féliciter déjà et vous remercier. Un grand merci. Parce que je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi je suis dans le milieu artistique aussi. Pour moi, c'est très facile de partager avec les enfants, pas du tout avec les adultes, parce que là, il y a quelque chose pour moi de très fragile, parce qu'on se met à la limite, on n'a que notre propre peau en tant que. Donc ça peut être fragile. Et puis je me suis demandé, comme je suis dans le milieu avec les enfants, si l'écriture a déjà croisé votre chemin avant le passage que vous avez passé L'écriture, moi-même écrire, ouais, j'ai écrit une fois des textes, mais non, j'ai pas, voilà, parce que je suis tombé voilà, sur lui, Fideline, qui m'a montré que je savais écrire quelque chose de plus, ça avait un sens que j'écrivais, parce que tout le monde sait écrire, hein. Et je ne vais pas répéter ce que Nietzsche disait, des fois il y a des gens qui écrivent, mais il faudrait qu'ils arrêtent d'écrire, hein. Simplement, parce que trop d'écriture tue l'écriture. Donc moi, je suis dans ce truc-là, si je commence à écrire que c'est pas bon, j'aurais peut-être arrêté, j'aurais peut-être fait autre chose. Mais oui, moi j'ai cette chance, un petit peu de chance, c'est que j'arrive un peu à m'exprimer dans l'écriture. Ou qu'est-ce que j'aurais fait, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien du tout. Donc c'est jamais arrivé avant, quoi. Non, avant j'ai eu un prof de primaire ou quelque chose comme ça, jamais. Non, le prof de primaire, je l'ai frappé. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais en plus, voilà, malheureusement, dans les années 90, c'est pas les mêmes profs qu'on les a maintenant. J'étais quelqu'un d'hyperactif, hein. Je le suis toujours, hein. Je suis un TDAH. On n'avait pas de Donc malheureusement, dans ces temps-là, il n'y avait pas ça. Donc on te laissait dans un coin. Et alors qu'est-ce que je faisais? J'emmerdais le monde, je prenais un paquet de chiffres, foutais le bordel. Parce que voilà, je m'ennuyais. Il n'y avait rien à faire. Et puis les problèmes ont continué, après ça s'est enchaîné. Et puis j'ai commencé la drogue, et puis ça n'a jamais plus arrêté. Hein. Allez-y. C'est peut-être deux mondes différents, hein, et je ne veux pas généraliser, mais ça me touche très fortement parce que quand j'entends tous les témoignages que les gens disent les opinions et tout ça sur la prison, je vois ce qui se passe chez moi à l'école et dans les écoles de stage aussi que je visite. Malheureusement, ça se rencontre très fort. C'est d'autres problèmes, bien sûr, dans les primaires et les maternelles, on n'a pas les problèmes de drogue et tout ça, encore plus. Mais les mêmes problèmes de soins, et vous me parlez de oui, dans les années 90, on les laisse comme ça, mais malheureusement, j'ai énormément de collègues à moi qui sont encore très forts comme ça aussi. Et ça n'aidera certainement pas les gens qui se trouvent parfois à cause de ça, ou en partie à cause de ça aussi dans le milieu où vous vous êtes trouvé un jour. Ça me touche. Vraiment. Je veux bien comprendre. Un petit mot de fin, tu veux dire quelque chose? On va continuer à voir et discuter. Parce que, voilà, Attends, j'ai attendu. J'ai un mot de fin. Oui. Fin. Voilà. Non, madame, allez-y. Moi, je voulais simplement dire, quand vous dites j'ai eu la chance, mais il y a aussi une décision personnelle. Je pense que tout le monde dans sa vie peut avoir des mains tendues et qui ne l'apprennent pas. Donc là, ce que je trouve admirable que vous soyez là, c'est que ces mains-là, vous les avez prises si vous êtes accrochés. Voilà. Parce que je pense qu'avoir la chance, ok, mais on en a tous des occasions mais on ne les prend pas toujours. Et donc un jour ou l'autre, décider qu'on la prend et qu'on y travaille. Voilà, bravo.